Physique grave, genre un accident de voiture. Ouais, un gros choc. Voilà. À la seconde même où le choc se produit, la logique voudrait que le corps mobilise toutes ses forces pour réparer les dégâts, non? Et combattre les infections. C'est ce qu'on se dit tous, ouais. On perçoit la guérison comme un truc linéaire et super constructif. Sauf que la réalité biologique, elle est infiniment plus sombre et contre-intuitive. En moins de 16 heures, ce même corps va commencer à se dévorer lui-même. C'est le mot. Il se dévore de l'intérieur. Littéralement, quoi. Il va dissoudre ses propres muscles pour s'alimenter. Et de manière encore plus déconcertante, il va carrément ordonner à son système immunitaire de s'éteindre. Pile au moment où il y a des plaies ouvertes. C'est un paradoxe fascinant. On découvre en fait un état d'urgence absolu, une réaction en chaîne immédiate qui frôle l'autodestruction, tout ça juste pour garantir la survie à court terme. Et c'est exactement l'enjeu de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. L'objectif de cette session, c'est de décoder cette espèce de symphonie biologique qui s'enclenche à la milliseconde même où on est blessé. Ouais, parce qu'il ne s'agit pas juste de listeux des termes médicaux compliqués. Exactement. Les documents de recherche qu'on a épluchés traitent de l'inflammation, de la réponse cellulaire, du métabolisme chirurgical. Et le but, c'est de comprendre comment, face à une crise de cette ampleur, notre corps devient un vrai champ de bataille tactique. Et le cadre conceptuel qu'il faut vraiment garder à l'esprit pour ceux qui nous écoutent, c'est de se demander constamment pourquoi. Pourquoi le corps réagit si violemment? Voilà. Pourquoi il orchestre une réponse aussi radicale, parfois même à son propre détriment? On observe une biologie poussée à l'extrême limite. Chaque décision cellulaire est en choix entre deux mots. Alors commençons par l'instant zéro. La blessure vient tout juste d'avoir lieu, les tissus sont déchirés, les vaisseaux sanguins sont ouverts. Comment le reste de l'organisme est-il mis au courant? Qui sonne l'alarme en gros. C'est ça. Qui arrive en premier? Et quand on regarde les sources, on tombe sur un acteur qu'on n'attend pas du tout ici. La sérotonine. Ah oui, la fameuse hormone du bonheur. Ouais, on a tous cette image de la sérotonine comme la molécule qui régule la bonne humeur dans notre cerveau, mais là, son rôle est totalement différent. Bien plus brutal en fait. Il faut savoir que dans le sang, il y a d'énormes quantités de sérotonine stockées à l'intérieur des plaquettes sanguines. D'accord. Et dès qu'il y a une brèche dans un vaisseau, paf, ces plaquettes s'y agrègent et libèrent massivement cette sérotonine. Et c'est pas pour nous détendre. J'imagine bien que non. Au niveau de la blessure, ça agit comme un puissant garrot chimique. Ça provoque une vasoconstriction immédiate pour limiter l'hémorragie. Et en même temps, ça recrute les globules blancs de première ligne, les neutrophiles. Ok, décortiquons tout ça. Parce que c'est fascinant. C'est un peu comme si des petites ambulances patrouillaient dans notre sang C'est une bonne image, ouais. et qu'au lieu d'utiliser une sirène super forte en arrivant sur un accident, elles libéraient ce nuage chimique de sérotonine pour appeler directement la police anti-émeute du corps, les neutrophiles. C'est exactement ça. Et à cette sérotonine s'ajoute l'histamine. Encore une molécule qu'on associe à tort à un seul problème. Le rhume des foins au printemps en général. Voilà. Alors que l'histamine, c'est en réalité un régulateur immunitaire fondamental. Elle est synthétisée en urgence sur le site de la blessure et elle régule carrément les réponses immunitaires innées et adaptatives. Elle donne les ordres en fait. Ouais, elle s'attache à 4 types de récepteurs différents, de H1R à H4R. Donc, elle ne fait pas que dilater les vaisseaux. Elle dirige les troupes. Et en parlant de troupes, ces fameux neutrophiles, la police anti-émeute dont on parlait, ils ont des méthodes de combat assez effrayantes. Très agressives, ouais. Et ils ont une durée de vie très courte. Face à une bactérie, ils déploient un truc qui s'appelle les NETs, neutrophiles extracellulaires TRAPS, et la mécanique est hallucinante. C'est le sacrifice ultime pour une cellule. Un neutrophile très activé, s'il n'arrive pas à contenir l'infection juste en l'avalant, il va littéralement s'éventrer. Pardon, ils s'éventrent. Ouais. Il désintègre son propre noyau, il mélange son ADN avec des protéines très toxiques qu'on appelle les histones, et il expulse tout ça à l'extérieur. Attendez, vraiment, le globule blanc crache son propre code génétique pour s'en servir comme d'une arme? C'est exactement ça, ouais. Cet ADN forme un filet gluant et fibreux, comme une toile. Les bactéries s'y retrouvent piégées, physiquement, engluées. Et ensuite, les toxines attachées à l'ADN les détruisent. Mais c'est fou. Jeter son propre ADN comme un filet de gladiateur, ça a forcément des conséquences locales. Si je comprends bien, le corps est en train d'aggraver la blessure, non? Ah il ravage les tissus sains autour, c'est clair. C'est une politique de la terre brûlée à l'échelle microscopique. Tout ça pour que l'infection ne se propage pas. Voilà, le corps sacrifie délibérément le tissu local pour s'assurer que les bactéries ne rentrent pas dans la circulation sanguine générale. L'urgence absolue prime sur tout le reste.
D'accord. Donc l'alarme locale a retenti avec la sérotonine et l'histamine, et les neutrophiles jettent leurs filets toxiques. Mais face à un traumatisme majeur, cette escarmouche locale, ça suffit pas. Non, il faut que le commandement central modifie les ordres pour tout le corps. Une reprogrammation d'urgence. Et comment le corps fait ça au juste? Comment la communication passe de la plaie jusqu'aux autres cellules? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle la voie de signalisation JAK-STAT, c'est le centre de communication principal du système immunitaire. En gros, les cellules paniquées libèrent des cytokines. Des sortes de messagers chimiques. Exactement, des fusées de détresse. Et ces cytokines vont se lier aux récepteurs des autres cellules. Ce qui est prodigieux, c'est la vitesse. Les protéines JAK s'activent, réveillent les protéines STAT et paf, en quelques minutes, le signal arrive direct au noyau de la cellule. C'est hyper rapide. C'est une ligne directe vers l'ADN pour modifier l'expression des gènes. Mais si c'est si rapide, qu'est-ce qui empêche le signal de tourner en boucle? Une inflammation qui s'arrête jamais, c'est mortel. La biologie est bien faite. Il y a un frein d'urgence, l'autorégulation par les protéines SOX. Le signal JAK-STAT allume l'inflammation, mais il ordonne aussi la production de ces protéines SOX qui viennent bloquer le signal. Une boucle de rétroaction négative parfaite, quoi. Le signal fabrique son propre interrupteur pour s'éteindre. C'est ça. Sans ça, la cellule s'autodétruirait par excès d'inflammation. Et ce qui m'a scotché dans les recherches, c'est cette statistique hallucinante. Après un traumatisme contondant, l'expression génétique de plus de 80% des fonctions des globules blancs est modifiée. Oui, 80%. C'est massif. Et ça, entre 4 et 12 heures seulement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est comme si le corps téléchargeait et installait un tout nouveau système d'exploitation d'urgence en temps réel. C'est une excellente analogie. Une refonte totale des priorités cellulaires. Et le mécanisme qui permet à ce nouveau logiciel de s'installer physiquement s'appelle le contrôle épigénétique. L'épigénétique, d'accord. Comment ça marche concrètement? Faut imaginer l'ADN humain comme un fil très long, mais fermement enroulé autour de petites bobines de protéines. Les histones. Tant que c'est enroulé serré, la cellule peut pas lire les gènes. Donc pour lire le nouveau logiciel d'urgence, il faut dérouler le fil. Exactement. Des enzymes spécifiques, les HAT, viennent ajouter des étiquettes chimiques pour forcer l'ADN à se relâcher. À l'inverse, d'autres enzymes, les HDAC, retirent ces étiquettes pour refermer l'ADN. Et lors d'un gros choc, il y a un déséquilibre pour ouvrir les gènes de survie. Mais d'ailleurs, on n'essaie pas déjà de pirater ça en médecine? J'ai lu un truc sur un essai clinique de phase 2. Oui, avec l'acide valproïque, c'est fascinant. C'est un médicament utilisé pour l'épilepsie à la base, mais c'est aussi un puissant inhibiteur des fameuses enzymes HDAC, celles qui referment l'ADN. Pourquoi on donnerait ça à des patients en choc hémorragique sévère? Parce que quand on perd beaucoup de sang, les cellules manquent d'oxygène, elles paniquent, referment leur ADN et meurent. En bloquant les HDAC avec ce médicament, on force l'ADN à rester ouvert. Ah, on les force à continuer de synthétiser des protéines de survie malgré tout. Voilà. C'est du piratage génomique pour gagner un temps précieux. C'est brillant. Et il y a aussi ces micro-ARN, non? Des tout petits bouts d'ARN qui agissent comme des modérateurs impitoyables et réduisent certains gènes au silence. Tout à fait. Une régulation microscopique ultra précise. Bon, les cellules ont reçu le nouveau logiciel, les ordres sont clairs, des milliards de globules blancs sont largués dans le sang. Mais physiquement, comment ces troupes naviguent-elles à l'intérieur des vaisseaux sanguins? C'est un vrai défi physique, ouais. Bah oui, normalement, les artères, c'est des autoroutes super glissantes avec beaucoup de courant. Comment ils s'arrêtent exactement là où se trouve la blessure? Ce qui est fascinant ici, c'est l'interaction avec l'endothélium. C'est la paroi interne des vaisseaux. Pendant longtemps, on croyait que c'était juste un tuyau inerte. Une simple plomberie. Ouais, mais c'est faux. L'endothélium détecte la blessure et devient un participant hyperactif. Il fabrique littéralement des molécules d'adhésion sur demande pour freiner les globules blancs. Une vraie mécanique de décélération. J'ai lu qu'il y avait plusieurs étapes. D'abord, la capture par les L-sélectines, c'est ça? C'est la première étape, des petits crochets moléculaires qui agrippent brièvement la cellule. Ensuite, c'est le roulement rapide. La cellule perd l'équilibre et culbute le long de la paroi à 20 ou 50 micromètres par seconde. Et après, l'endothélium sort l'artillerie lourde. Le roulement lent, ouais. Les P-sélectines entrent en jeu, la vitesse chute de moitié, entre 10 et 20 micromètres par seconde, et enfin l'arrêt complet médié par les intégrines et les E-sélectines.
Pour bien visualiser, c'est comme une voiture de course à pleine vitesse sur une autoroute qui taperait soudainement dans un mur de velcro, et un velcro de plus en plus fort, jusqu'à s'arrêter net malgré le courant. L'analogie est parfaite. Et pour que cette autoroute ne soit pas couverte de velcro en permanence, elle est protégée par une fine couche de téflon naturel, le glycocalyx endothélial. Sauf que lors d'un gros traumatisme, cette couche se désagrège. Et ça, c'est dramatique. Ça vidère une molécule, le syndécane 1, directement dans le sang. Et aujourd'hui, c'est un marqueur prédictif majeur de mortalité chez les grands blessés. Sans cette couche, l'autoroute s'effondre et les cellules collent n'importe où. Et au milieu de tout ça, il y a le rôle hyper complexe de l'oxyde nitrique, le NO. Un gaz au comportement très paradoxal. Normalement, il détend les muscles lisses autour des vaisseaux, non? Oui, mais lors d'une septicémie, l'endothélium produit des quantités astronomiques de NO. Les vaisseaux se dilatent trop et la tension artérielle du patient s'effondre complètement. Alors logiquement, dans les essais cliniques, les médecins se sont dit on va bloquer totalement ce NO pour faire remonter la tension. Logique implacable. Mais le résultat était catastrophique. Bloquer le NO a en fait augmenté la mortalité. Mais pourquoi, si ça fait remonter la tension? Parce que le NO n'est pas qu'un simple bouton de réglage pour les vaisseaux. Il régule les mitochondries et l'efficacité des lymphocytes T. En le supprimant totalement, on éteint le système immunitaire. Ce qui nous amène à la crise énergétique en fait. Maintenir cette autoroute de velcro, produire des milliards de cellules, synthétiser des messagers chimiques, ça demande une énergie colossale. Phénoménal, ouais. Et c'est là qu'intervient l'épuisement des troupes, l'immunosuppression post-traumatique. Le fameux basculement T1 vers T2. Exactement. L'inflammation initiale est tellement féroce qu'elle pourrait détruire les organes du patient. Donc, pour éviter une inflammation mortelle, le corps réduit la production des cellules combattantes, les T1, au profit des T2. Des cellules anti-inflammatoires. Et il y a l'expansion des cellules TS17 aussi, d'après les sources. Tout à fait. Mais le résultat global, c'est une immunosuppression sévère. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Parce que là, la logique biologique m'échappe. Le patient a des plaies ouvertes, il risque une grave infection bactérienne, et c'est le moment précis que le corps choisit pour supprimer délibérément son système immunitaire. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est en fait un choix entre deux mots. C'est le moindre mal. Mourir d'une surinflammation ou d'une infection à retardement, c'est ça l'idée. C'est tragique, mais oui, c'est un équilibre hyper précaire. S'il maintient l'inflammation maximale, les organes lâchent en quelques heures. En coupant le système immunitaire, il gagne du temps. Et en plus, il fait ce choix en pleine famine cellulaire. Regardons les mathématiques du métabolisme chirurgical. Un adulte de 70 kg au repos, il a besoin de 22 à 25 kilocalories par kilo par jour, juste pour exister. Moi, juste pour le maintien des organes, Et ses réserves d'urgence en glycogène dans le foie, c'est dérisoire, 75 à 100 grammes. Et les textes disent qu'elles sont totalement épuisées en moins de 16 heures de jeûne. en moins de 16 heures, le réservoir est à sec. Et c'est un énorme problème pour le corps. Parce que certains organes ne marchent qu'au sucre, c'est ça? Jouez là. Les neurones du cerveau, les globules rouges ou certaines parties des reins ne fonctionnent qu'au glucose. Et face à ça, le corps doit vampiriser ses propres réserves. La fameuse cannibalisation interne. Il va littéralement dégrader ses propres protéines musculaires, à peu près 75 grammes par jour, pour fabriquer du glucose neuf. Et en parallèle, il puise massivement dans ses graisses. Genre 160 grammes par jour, juste pour nourrir cet effort de guerre. C'est ça. Le pronostic d'un grand blessé se joue sur cette mince ligne de crête. Gérer l'inflammation pour ne pas détruire les organes, tout en évitant que le corps ne s'épuise énergétiquement jusqu'à la défaillance. C'est vertigineux quand on y pense. Toutes ces réactions incroyablement sophistiquées, les neutrophiles qui jettent leur filet d'ADN, ces murs de velcro sanguin qui se construisent en urgence, ce changement de logiciel génétique. Et tout ça se produit en silence chez quiconque subit une blessure ou une opération chirurgicale majeure. Comprendre ça, ça donne vraiment un respect immense pour l'ingénierie du corps humain. On est des machines de survie incroyables. Absolument. Mais cela soulève une question importante, et c'est peut-être la piste de réflexion finale de notre analyse d'aujourd'hui. Laquelle? Eh bien, l'étude de ces textes suggère que cette réponse à l'inflammation est une voie de survie ancestrale. Elle a été hautement conservée par l'évolution pendant des millénaires. D'accord. Notre biologie est probablement optimisée de manière exquise pour survivre, disons, à la morsure d'un animal prédateur d'il y a 50 000 ans, un traumatisme ciblé. Mais aujourd'hui, les traumatismes n'ont plus rien à voir. Exactement. Face aux traumatismes massifs et non naturels du monde moderne, comme les ondes de choc ou les accidents de voiture à grande vitesse, notre corps antique panique. Nos systèmes de sécurité sont devenus obsolètes face à l'énergie cinétique moderne.
C'est ça. Le corps surréagit avec une inflammation systémique ravageuse ou s'épuise énergétiquement jusqu'à la défaillance. C'est pour ça que la frontière de la médecine de demain ne consistera peut-être pas seulement à réparer les tissus. Mais plutôt à pirater le système. Tout à fait. Pirater la communication cellulaire pour convaincre le corps, au niveau même de son ADN, qu'il ne doit pas s'auto-détruire en essayant frénétiquement de se sauver. Empêcher le logiciel de s'emballer. Un mystère absolu et un défi fascinant qu'on laisse en suspens pour ceux qui aiment creuser plus loin. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la survie humaine. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.